avec vous. Et je veux commencer déjà par dire que je suis en admiration profonde de la richesse des parcours ici sur ce plateau. C'est vraiment quelque chose qui, ça fait chaud au cœur de rencontrer en quelque sorte, bon, je n'aime pas trop utiliser cette expression, la communauté avec un si grand parcours, un parcours, je dirais, à la limite, si élogieux pour tout un chacun et des aînés. En plus, je veux bien commencer par le dire comme ça, de voir des aînés qui ont pris quand même le devant et ont très bien pris le devant. Je suis vraiment très content, très heureux de partager cette soirée avec vous, de pouvoir discuter. Je pense que ça sera beaucoup plus des échanges qu'autre chose ce soir. Et voilà, je veux commencer par dire ça. Et ensuite, quant à mon parcours, je suis très jeune, donc je suis diplômé de master recherche en économie monétaire et financière. Donc, j'ai pris par la Caisse des dépôts en tant qu'économiste. J'ai travaillé un peu en finance publique également. Et en ce moment, je fais une thèse de doctorat en macroéconomie monétaire et politique monétaire, donc au laboratoire d'économie de l'Université d'Angers. Et je travaille principalement sur la viabilité de la politique monétaire dans notre zone, donc dans la zone UEMOA. Ce qu'on met derrière ça, c'est l'idée aujourd'hui, c'est de dire que bon, la politique monétaire qui est mise en place est calquée sur les fondamentaux de la zone euro. Tout le monde le sait et ce n'est plus caché. Donc, l'objectif de ma thèse, moi, c'est de pouvoir, in fine, produire quelque chose, produire un ensemble qu'on appelle un ensemble viable qui permettra en fait aux États, aux gouverneurs de la Banque centrale de mettre en place des politiques qui répondent vraiment au contexte africain et au contexte de la zone UEMOA. Donc, c'est un peu mon petit parcours à ce moment. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Bon, on peut dire aussi que tu as un brillant parcours et félicitations. Et donc, Je- par rapport à cette thématique, c'est important pour nous d'avoir voilà, quelqu'un dont, on va dire, c'est le sujet de tous les jours, de tes recherches, et aussi de pouvoir faire le lien avec cette actualité. Peut-être que tu peux nous dire aussi un petit mot sur le think tank que tu as fondé et les personnes qui travaillent avec toi, parce que tu n'es pas seul. Oui, effectivement, à côté de tout ça, j'ai fondé un think tank. Bon, nous avons fondé, je dirais, nous avons fondé avec quelques amis, collègues qui sont économistes, soit dans l'académie ou même qui travaillent aujourd'hui en finance. Donc, qui travaillent principalement dans les Big Four à Paris, enfin à la Défense ou dans les grandes banques françaises. L'idée, elle était simple. C'est qu'au départ, moi, je finis les études, enfin, je finis le master, donc je fais un master recherche, et puis je cherche à avoir des informations concernant l'économie de mon pays ou de ma zone. Et il a fallu que j'aille sur le site du Trésor public français. Donc, je me suis dit, là, il y a un problème. C'est pas possible que je cherche une information économique sur mon pays et qu'il faut que j'aille sur le site du Trésor public français pour trouver cette information. Donc, on s'est mis ensemble, on a constitué ce petit groupe aujourd'hui et nous produisons de la réflexion sur les économies africaines et nous produisons également des recommandations de politiques publiques innovantes. Nous proposons des solutions. Typiquement, là, en pleine période inflationniste, l'objectif, c'est de réfléchir, rassembler les idées, réfléchir, de proposer une solution concrète pour les dirigeants. Encore faudrait-il qu'ils nous écoutent. Donc, en tout cas, nous, on fait le travail de la proposition parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas de développement sans capital humain et quand on n'a pas une production intellectuelle intensive, bon, on peut déjà dire au revoir au développement. Parce qu'on aura, dans tous les cas, on aura des dirigeants qui sont tout au moins au même niveau que la population. Quand on a une population où il n'y a pas de bouillonnement intellectuel, il est sûr qu'on ne peut rien reprocher à un gouvernant parce que dans tous les cas, nous-mêmes, on ne réfléchit pas, donc on ne peut rien lui reprocher. Il ne fera pas mieux que nous. Donc voilà un peu. Et ce groupe, aujourd'hui, nous sommes constitués d'une trentaine de jeunes. Nous sommes répartis un peu partout en France, au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Maroc, en Côte d'Ivoire, vraiment un peu partout en Afrique et en France. Comme ça nous permet d'avoir une vision vraiment 360 degrés quand on fait nos analyses, parce qu'il y a aussi ce biais d'être cloisonné en France et de vouloir faire d'économies, enfin proposer des solutions pour l'Afrique. Si on n'est pas sur le terrain, parfois, il peut y avoir des petits problèmes, des petits biais d'interprétation. Donc, on a intégré dans le groupe
vraiment tous les profils qui sont aussi sur le terrain là-bas, comme ça, quand on propose des idées, on échange. Il y a le vécu également de ceux qui sont sur le terrain pour vraiment réaliser les propositions que nous faisons. Nous accompagnons quelques institutions aujourd'hui en Afrique. Donc, nous faisons principalement du conseil sur l'orientation stratégique, de la conjoncture macroéconomique. Et puis, nous avons également un volet qui est très important, en tout cas qui m'est très cher à moi, c'est de partager la connaissance avec nos compatriotes qui sont restés en Afrique ou pas. Et ça, nous le faisons de deux manières. Nous encadrons des stagiaires. Donc, nous en avons eu deux depuis le début de nos activités, principalement en France, mais l'objectif, c'est de faire ce genre de choses, mais avec des compatriotes en Afrique. Par contre, nous avons un deuxième volet également de la campagne du partage de la connaissance qui est que nous embauchons. Donc, nous embauchons des personnes, des collaborateurs sur des missions de courte durée. Et notre dernière mission, par exemple, c'était avec deux étudiantes, deux jeunes diplômés en fiscalité au Bénin. Et donc, on a fini une mission avec elles à la fin du mois de février récemment. Donc, voilà un peu D'accord. Ah bah, l'activité. écoute, c'est vraiment super, c'est génial. En tout cas, ce réseau qui est constitué, et en effet, voilà, il y a des ponts qui vont naître entre nos deux organisations, c'est sûr. Et on aura besoin, en tout cas, de vos analyses pour alimenter aussi nos autres projets que nous menons par ailleurs. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tu as prévu de présenter ça en 3 points. Le premier, c'est faire un état des lieux de la flambée des prix dans la zone EUMOA. Ensuite, de voir les impacts de la crise en Ukraine et les réponses des gouvernements africains et appréciations. Et puis, éventuellement, on pourra échanger ensemble les recommandations. Et puis là, il y aura, une fois que tu auras abordé tout cela, le micro ouvert pour que les amis puissent t'interpeller directement. Donc, je te laisse toute la place maintenant. Ok, très bien. Mais, le problème de l'inflation, tout simplement, on commence par dire que c'est une augmentation du niveau général des prix. C'est ce qui est dit. En moyenne, tous les prix ont augmenté dans l'économie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans la zone UEMOA, euh, dans la zone UEMOA, comme un peu partout dans le monde, hein, on a un indicateur économique qui nous permet de mesurer en fait, cette évolution des prix. Donc, c'est l'indice des prix harmonisés qu'on utilise maintenant dans la zone UEMOA. Cet indice a augmenté de 6,5% entre janvier 2021 et janvier 2022, donc dans la zone UEMOA. Si on regarde par exemple cette évolution, 6% comparé aux États-Unis où on a 7% ou à la zone euro où on est à 5%, on peut bien se dire, bon, en fait, on ne fait pas, il n'y a pas de quoi avoir peur tout de suite. Hein, donc, on ne fait pas pire que les autres, donc ça va. Mais en réalité, là, on est sur une moyenne des moyennes. Parce que l'indice dans la zone UEMOA, c'est la moyenne de l'indice de tous les pays de la zone UEMOA. Et au niveau national aussi, c'est une moyenne des prix, on comprend. Donc, quand on va regarder un peu dans les pays, ce qui se passe vraiment dans les pays, on voit par exemple qu'au Mali, cet indice, il est à peu près proche de 9%. On va dire 8,7 au Mali, par exemple, et presque 8%, 7,9 au Bénin. Donc, il faut dire que, par exemple, entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix alimentaires ont globalement augmenté de presque 9% au Mali et presque 8% au Mali. Et concrètement, ce que ça veut dire, un exemple concret, c'est que la semaine dernière, j'ai eu des informations, donc c'est passé dans les journaux, tout le monde a vu. Au Bénin, par exemple, le prix, la baguette de pain qui était vendue à 125 francs est passée à 150 francs. Donc, c'est une augmentation de 20%. Donc, la baguette de pain a pris 20% en une semaine. Et ce qui est un peu drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a un arrêté, donc il y a une note ministérielle qui est passée sur cette histoire, et l'application du prix, donc l'augmentation des 20%, en fait, était déjà présente même avant la note ministérielle. Parce que moi, j'ai contacté un cousin au Bénin, je lui ai dit, ben, attends, je viens de voir que le prix du pain, la baguette de pain a augmenté, c'est passé à 150 francs, et que normalement, ça doit commencer demain. Et puis, Marie me dit, ben, écoute, les bonnes dames ont déjà augmenté le prix depuis plus de 2 semaines, hein. Tes gars là, ils sont au sol. donc, voilà, c'est un exemple concret quand on dit enfin, l'inflation, ça c'est le gros français des économistes.
Mais dans la vie réelle, c'est ça. C'est un exemple. C'est que le monsieur qui gagne, par exemple, 40 000 le mois, aujourd'hui, il achète son pain à 125 francs et demain, le pain, il passe à 150 francs. Comme ça, son salaire n'a pas bougé, rien d'autre. En tout cas, il n'a pas plus de revenus, lui, mais le prix du pain augmente. Et là, les économistes vont se dire, mais comment vous expliquez cette histoire, comment ça se manifeste, pourquoi on en arrive là? Et il y a quelques petits faits qui expliquent cela aujourd'hui. On a d'abord la persistance de l'effet Covid. Parce que comme le président Dimitri l'a rappelé au départ, on vient d'une crise de Covid. On n'a pas encore fini avec la crise de Covid et puis on tombe dans quelque chose d'autre. Donc, l'effet Covid était encore persistant. Et typiquement, ce qui se passe, c'est que l'effet Covid, c'est quoi? On a eu la rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Tout le monde a vu passer au moment où il y avait les confinements, certaines entreprises qui ne produisaient plus. Donc, en fait, on avait moins d'offres de produits sur le marché. Pourtant, la demande n'a pas baissé parce que la consommation des ménages n'a pas baissé. Au contraire, on a vu des ménages, tout le monde se ruer dans les magasins, sur les rayons et vouloir constituer des stocks. Il y en a des vidéos, il y a eu des vidéos qui ont circulé, des gens qui sont même passés dans la pluie, qui ont constitué des stocks qui n'étaient pas raisonnables. Donc, on a eu une augmentation subite de la demande alors que l'offre ne suit pas et des entreprises ont même fermé. Donc, forcément, c'est une loi en économie, il y a un réajustement tout de suite des prix à la hausse. Parce qu'on vous demande plus, mais vous vendez, vous n'avez pas beaucoup de stock, mais vous avez beaucoup de clients qui viennent vous demander, oh, ben, je vais acheter. Tout de suite, c'est comme un jeu des enchères, quoi. Je vends à celui qui me paye le plus cher tout de suite, parce que de toute façon, vous en avez besoin et il n'y a pas beaucoup de stock. Donc, je vends à celui qui paye le plus fort. Donc, il y a eu cette histoire, il y a eu la persistance de l'effet Covid. Et après, à la reprise, donc on a repris l'activité, sauf que le climat nous a fait défaut parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes en Amérique du Sud et en Malaisie qui ont fait qu'on a eu une réduction des stocks de céréales, d'oléagineux et d'huile disponibles sur le marché. Et tout de suite, il y a encore eu un réajustement des prix à la hausse parce que le stock disponible s'est réduit. Donc, on a une réduction du stock disponible. Donc, forcément, on a ensuite un réajustement des prix à la hausse. Après, il y a aussi d'autres choses, hein, notamment l'activité a repris. Elle a repris avec une intensité plus forte. On a vu l'augmentation du prix du pétrole, du baril du pétrole. Donc, tout ça a alimenté les produits énergétiques, les intrants. Donc, ça a alimenté, c'est une chaîne. Donc, quand on prend, on joint tous ces éléments de bout en bout, on arrive à quelque chose qui fait que dans l'économie en général, on a tous les prix qui augmentent dans tous les sens. Donc voilà, jusque-là, on en était là, jusqu'au 24 février, où la Russie et l'Ukraine décident de ne plus discuter de la même langue et puis d'aller chacun de son côté. Je ne vais pas donner d'appréciation sur, sur le conflit géopolitique. Je m'abstrais de ça parce que les géopoliticiens m'en voudront. Il y a beaucoup de théories derrière. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, il y a eu un problème entre la Russie et l'Ukraine qui fait que quoi? Qui fait qu'aujourd'hui, on observe quelque chose, un phénomène assez particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas combien de temps ça va durer, le conflit va durer. On ne sait pas ce qui va se passer. Personne, aujourd'hui, en tout cas moi, personnellement, je ne sais pas quelle est la finalité de cette situation. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir, mais bon, c'est en Europe orientale, nous sommes en Afrique. Quel est le rapport? Comment est-ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine impacterait un Africain, quelqu'un qui vit à Korogo ou quelqu'un qui vit dans le nord, Kivu, par exemple? Et puis là, tout de suite, on commence par chercher, on fouille quelques petites choses et puis on se rend compte tout de suite que bah, la Russie et l'Ukraine sont des leaders mondiaux en termes de fourniture de céréales, par exemple. Que la Russie est premier
et détient 29% de la production, fournit 29% de la production mondiale. L'Ukraine est en 5e position, fournit 15% à peu près de la production, et que les Africains, 30% du blé que nous consommons viennent de cette région. Ah, là, on commence à se poser des questions, on se dit, mais alors, comment ça va se passer? Quand on creuse encore un peu plus, ben on se rend compte que des pays comme le Bénin, où il y a eu récemment une augmentation du prix de la baguette de pain, en fait, consomme 100% de son blé, vient de la Russie. Et un pays comme le Sénégal, par exemple, a 50% de son blé qui vient de la Russie et 15% qui vient de l'Ukraine. Et bonjour les problèmes, comment ça va se passer par la suite? La réponse est simple. Le blé qui n'a pas été planté aujourd'hui en Ukraine ne sera pas vendu demain sur le marché. C'est simple. Ça voudrait dire que dans quelques mois, on assistera également à une situation où le stock de céréales disponible sur le marché ne sera plus exactement ce qu'il était avant la crise. En tout cas, il sera moindre. Sinon, c'est que la Russie avait anticipé et a produit plus. J'ai un petit doute. Et non seulement j'ai un petit doute, mais également, il y a quelques statistiques qui sont sorties récemment de l'Institut Kiel allemand. C'est un institut qui analyse la conjoncture très souvent et qui nous dit que en fait, les exportations russes ont baissé de presque 12% en février 2022 relativement à janvier 2022. Donc, ça veut dire que le flux que la Russie envoie sur le marché mondial est en baisse nette. Et tout ça à cause des incertitudes, à cause des embargos, tout simplement. Et puis, on se rend compte que cette situation ne va rien faire d'autre que réduire le stock de céréales disponibles sur le marché. C'est tout, en fait, tout se résume à la loi de l'offre et de la demande. Si on a moins de produits et que la demande est toujours la même, ou même explose, augmente par ailleurs, on assistera à un problème où les prix vont s'ajuster systématiquement à la hausse. Ça, je pense que tous les entrepreneurs qui sont ici ne témoigneront pas du contraire. Si j'ai très peu et puis il y a beaucoup de demandes, je vends à celui qui paye plus. Maintenant, ça, c'est au niveau des prix alimentaires. Donc, il faut se dire tout de suite, tout ce que nous importons directement de la Russie ou de l'Ukraine, on assistera à un ajustement de prix systématiquement. C'est quelque chose qui va arriver. Et je pense qu'on n'est même pas encore les effets du conflit Russie-Ukraine ne se fait même pas encore ressentir tout de suite. Parce que c'est ce qui n'a pas été produit ou planté aujourd'hui ou pendant la période où il y a le conflit, qui ne sera pas disponible dans 18 mois sur le marché en réalité. Là, je pense que là, ce qui se passe, ce sont des anticipations, les incertitudes qui font augmenter les prix, mais l'effet de la réduction du stock viendra encore un peu plus tard. Ce n'est pas encore tout de suite. En tout cas, ça, c'est mon interprétation, parce que ceux qui sont en train de fuir la guerre en ce moment, les agriculteurs qui sont dans des zones en train de s'éloigner de l'Ukraine et en train de chercher l'asile ou des statuts de réfugiés, mais ils n'ont rien planté. Et ce qu'ils n'ont pas planté n'existe pas. Ce qui n'existe pas ne sera pas vendu. Tout simplement. Maintenant, le second niveau où ça fera encore plus de mal, c'est que la Russie, il se fait que le pays qu'on appelle la Russie fournit également 20% du gaz mondial. Sauf que ce gaz, bon, nous ne sommes pas, tout le monde n'est pas spécialiste, moi non plus, de l'agriculture, mais le gaz est un constituant indispensable pour la fabrication, la production des engrais de synthèse. Et la Russie vend, je pense que la Russie commercialise même jusqu'à 15% des engrais azotés, il me semble. Alors qu'on a vraiment besoin de ça, les agriculteurs ont besoin de ces engrais aujourd'hui pour l'agriculture. Donc, cela veut dire que d'abord, dans un premier temps, tout ce qu'on importe directement de la Russie, on va subir une hausse des prix. Et tout ce qu'on produit chez nous et qui utilise des engrais de synthèse,
nous reviendrons davantage plus cher parce que le prix de l'engrais va grimper d'ici là. Quand mes coûts augmentent, forcément, au moins pour garder le même niveau de marge, je dois augmenter mon prix de vente. Donc, voilà un peu aujourd'hui comment la crise ukrainienne pourrait endommager, impacter, exacerber la crise, l'inflation, la montée et la flambée des prix que nous observons. Après, on peut aussi chercher en allant un peu plus loin, hein, en disant si par exemple la Russie, bon, on n'arrive plus à repérer des éléments, à se procurer du gaz ou du blé directement chez les Russes ou chez les Ukrainiens, on va trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. C'est très bien, mais il y a un coût d'entrée. Parce que si on avait déjà une chaîne d'approvisionnement préétablie, c'est connu, on sait que j'ai un contact, par exemple, en Russie, je l'appelle, tu sais, mon bateau, et le truc se fait. Maintenant, quand il faut aller vers se créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement, là, il y a un coût d'entrée parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas forcément les nouvelles personnes. Il y a peut-être des pots de vin, je ne dis pas que c'est le cas, mais comme nous sommes entre nous, je ne suis pas sur un plateau de télé, je vais glisser ça. Il y a peut-être des pots de vin qu'il faut passer pour que le conteneur passe un peu plus vite. Et tout ça, le vendeur final, il va répercuter ça sur son prix de vente. Et donc, on est dans quelque chose où on n'est pas prêt de s'en sortir tout de suite. Ça, en tout cas, c'est sûr. Et je pense que le plus tôt on en prend conscience, mieux ce sera. Donc voilà un peu comment la crise ukrainienne aujourd'hui pourrait davantage exacerber la flambée des prix que nous observons dans nos pays aujourd'hui, que ce soit dans les pays de l'UEMOA ou dans d'autres pays, en tout cas dans d'autres régions sur le continent, on a quasiment les mêmes problèmes. Donc, ce qui est vrai pour l'UEMOA est à peu près vrai, pardon, pour d'autres régions de la zone, notamment la CIMAC et les autres régions de la zone. Donc, voilà un peu, si nous allons résumer en quelque sorte la crise ukrainienne, comment est-ce qu'elle impactera nos économies, nos pays, en tout cas le quotidien de nos populations, de nos compatriotes, nos frères et sœurs en Afrique. Voilà un peu ce qu'on aura une flambée des prix, sans doute, parce qu'il y aura une réduction des stocks. Et puis, au niveau même de la production, à la base, on risque aussi de subir de partie de l'augmentation du prix des engrais de synthèse nécessaires pour l'agriculture. Ici, éventuellement, il faut retrouver encore d'autres chaînes d'approvisionnement parce qu'on a trouvé des alternatives. Il y aura des coûts d'entrée, tout simplement, pour ces nouvelles chaînes d'approvisionnement. Et voilà. Alors, merci en tout cas pour cette analyse. Est-ce que tu as déjà abordé la partie recommandation du coup, ou est-ce que on peut Non, passer déjà aux questions? non, je n'ai pas abordé la partie recommandation et je n'ai pas abordé la partie de la réponse de nos gouvernements aussi, Voilà, qui donc est si tu peux, importante. tout à Parce fait. qu'il il faut quand même le souligner, il y a un esprit très volontariste de nos gouvernants de faire quelque chose. Il y a un esprit volontariste, il faut le reconnaître. Sauf que la question aujourd'hui est de savoir, on a un esprit volontariste, on veut faire quelque chose. Est-ce qu'on fait la bonne chose au bon moment? C'est les questions qu'il faut se poser. Donc, moi, je pars du principe que pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir déjà de quoi on parle, quoi. Concrètement, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'on est face à un problème mondial, à un phénomène mondial, c'est l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est présente en Afrique, enfin aussi bien en Afrique, en Europe, aux États-Unis. C'est partout. Sauf que le grand problème aujourd'hui, c'est de savoir en fait la dynamique sous-jacente de cette inflation. Parce que tant qu'on n'a pas diagnostiqué le mal dont on souffre, on ne peut pas trouver enfin, on peut toujours trouver des médicaments, mais enfin,
ça ne va pas résoudre notre problème. Et donc, moi, je repars là-bas, je dis, il faut comprendre, l'économie, les économistes nous disent que l'inflation, on peut avoir deux sources d'inflation, généralement une inflation qui peut être domestique. C'est le cas aux États-Unis où, par exemple, on a un déséquilibre sur le marché des biens et des consommations ou du travail. En gros, l'économie est en surchauffe. Et ça, les États-Unis montrent bien cet exemple parce que les États-Unis ont lancé un plan de relance budgétaire qui était énorme. Donc, il y a eu de la surconsommation. Les gens avaient beaucoup d'argent, enfin, en griffe, beaucoup d'argent. Donc, ils ont surconsommé, il y a beaucoup plus de demandes, donc l'économie en surchauffe. Donc, face à cette source d'inflation, il est légitime, par exemple, d'utiliser l'instrument taux d'intérêt classique. En Europe, en zone euro, ce n'est pas du tout la même chose. La source de l'inflation, elle est plutôt due à l'augmentation des prix énergétiques. Ça, tout le monde le sait. Normalement, en France, je pense même normalement en France, le prix de l'énergie devait être multiplié par 15 et le gouvernement a bloqué. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette mesure. Le gouvernement a bloqué parce que le prix de l'énergie en France devait être augmenté, enfin, devait être multiplié par 15. Si les dirigeants, en tout cas les entreprises qui fournissent l'énergie, devraient suivre la tendance, ce qui n'a pas été fait pour d'autres raisons que je ne vais pas évoquer non plus. C'est peut-être politique, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être politique parce qu'il y a des élections en jeu, mais je ne suis pas sûr, donc je ne veux pas évoquer ça. Mais enfin, en Afrique, comme je viens de dire tout à l'heure, la source de l'inflation, elle est ni due à la surconsommation, je dirais, la source principale n'est même pas l'énergie en Afrique. Parce que lorsqu'on décompose, par exemple, l'indice des prix pour mesurer l'évolution des prix généraux dans l'économie, on voit, par exemple, que ce sont les prix alimentaires qui occupent presque 12% de cette augmentation en Afrique. C'est ce qu'on appelle généralement l'inflation importée, quoi. C'est que comme nous sommes preneurs, nous, on prend tout de l'extérieur. Notre panier de consommation dépend des autres. Donc, dès qu'il y a un problème de l'autre côté, nous, tout de suite, on a deux fois le problème. Donc, en gros, notre source d'inflation aujourd'hui, ce sont les prix alimentaires. Et dans une moindre mesure, les prix énergétiques, il faut quand même le dire, parce que la décomposition a quand même montré que les prix énergétiques ont quand même augmenté de 4,5% dans la zone, donc une moyenne de la zone. Donc, la principale source, ce sont les prix alimentaires. Qu'est-ce que nos gouvernements ont fait? Ils ont pris en général deux grandes mesures, je dirais. Il y a les pays qui ont essayé de contrôler les prix à la consommation, en gros, bloquer par exemple le prix du sucre, du riz. Ça, je pense, c'est le Sénégal qui a mis en place cette mesure. Et il y a des pays qui ont essayé de limiter les exportations. En gros, le diagnostic, c'est de dire, parce qu'il y a une forte demande dans la sous-région, ou parce que les producteurs locaux vendent beaucoup à d'autres pays de la sous-région, ils ne remplissent pas, ils ne vendent pas aux nationaux, et donc les prix augmentent à l'intérieur. Donc, le gouvernement bloque les exportations. En tout cas, met des mesures pour limiter les exportations. Et ça, typiquement, c'est le cas du Bénin. Et vous avez d'autres pays comme la Côte d'Ivoire qui font un mix, ils essaient de mettre un peu des deux. Et la question est de savoir si ces mesures sont durables et viables. Durable parce que si la source de l'inflation, c'est une augmentation des prix alimentaires, ce sont des prix que nous ne contrôlons pas ou que nous ne maîtrisons pas, je dirais. Parce que ces prix dépendent des marchés mondiaux. Donc, ce sont des prix que nous ne maîtrisons pas. Comment est-ce qu'on peut contrôler quelque chose qu'on ne maîtrise pas? C'est là toute la question. Comment est-ce qu'on peut contrôler quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Parce que ces prix, nous ne les maîtrisons pas. Donc, il y a une question de durabilité. Comment est-ce qu'on peut le faire et jusqu'à quand on le fera? Parce que si les prix alimentaires n'arrêtent pas d'évoluer
sur les marchés mondiaux, mais à un moment donné, on sera essoufflé parce que nos gouvernements n'ont pas de budget inélastique, nous le savons. Et puis, dans tous les cas, cette mesure, en fait, c'est explicitement ou implicitement, je dirais implicitement, ça revient à dire ou à supposer que l'inflation sera transitoire. Donc, c'est quelque chose qui va passer assez rapidement. Mais aujourd'hui, on n'a aucun signe qui nous dit que cette inflation va passer très rapidement. Il y a un dernier rapport de la Banque de France que j'ai lu il y a la semaine dernière qui parle de slowflation. En gros, c'est un terme pour dire qu'on va, c'est un peu la stagflation, mais on ne veut pas le dire tout de suite. Donc, ça veut dire que l'inflation sera toujours présente. Donc, si l'inflation sera toujours présente, comment est-ce qu'on peut contrôler des prix qu'on ne maîtrise pas? Une question de durabilité, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas de budget élastique. Et puis, ça pose un second problème de viabilité qui est le suivant. C'est-à-dire, on essaye, en essayant de contrôler les prix, c'est comme si on prête de l'argent aux populations pour continuer la consommation des biens ou des produits venus de l'extérieur, du blé, venus de la Russie ou de l'Ukraine, parce que ça coûte plus cher. Donc, on lui donne un peu, on lui rajoute une ligne de crédit. Hein, c'est comme un petit découvert, qu'on lui donne un petit découvert pour qu'il puisse continuer à consommer. Sauf que l'État fait cela avec des recettes, ou on va dire l'État a des recettes fiscales, mais ces recettes, l'État n'a pas de ressources ou n'a d'autres ressources que celles du contribuable. Donc, c'est-à-dire que si l'État bloque les prix aujourd'hui, c'est bien. Sur le court terme, il y a une volonté de donner plus de crédit ou de poids au bien-être des populations. Mais enfin, l'État n'a de ressources que celles du contribuable. Donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il va quand même forcément falloir rembourser ce crédit que l'État nous fait. Et c'est là que se pose la question de la viabilité parce que en France, où le gouvernement a bloqué le prix de l'énergie, sinon on aurait dû subir une augmentation, il y a un marché de l'emploi qui est dynamique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a un marché de l'emploi qui est dynamique. Mais chez nous, le marché de l'emploi, il n'est pas dynamique. Tout le monde le sait, le chômage est endémique. Donc, en gros, on prête de l'argent à des personnes qui sont au chômage ou qui n'ont pas de revenus aujourd'hui et sans doute, ils n'auront pas forcément de revenus demain, dans l'immédiat. Donc, je te prête de l'argent pour consommer, sachant que tu ne peux pas me rembourser cet argent. Donc, est-ce que c'est une solution viable? C'est là que se pose la question de la viabilité. Est-ce que c'est une solution viable? Parce qu'en France, le gouvernement a bloqué les prix, mais dans le discours, je pense que tout le monde l'a écouté, l'a entendu, le discours du président Emmanuel Macron, il a clairement dit, le prochain, si je passe, il va falloir travailler plus. Ce n'est pas anodin ce qu'il a dit. Il va falloir travailler plus parce que bon, on a bloqué, mais l'État n'a de ressources que c'est des contribuables. Donc, il va falloir travailler plus parce que vous allez rembourser cet argent. Mais chez nous, comment est-ce que les gens veulent rembourser la population? Pourra-t-elle rembourser si les gens sont au chômage, si le chômage est endémique, s'il n'y a pas de boulot? Donc, là se pose toute la question de la viabilité de ce modèle. Et je vais finir sur l'analyse des mesures des gouvernants, pas la mesure que le gouvernement du Bénin a prise. Limiter les exploitations, essayer de contenir les exportations ou la production nationale. C'est quelque chose, je ne veux pas trop détailler, mais ça sape l'idée de l'intégration économique de la zone. Tout de suite. Parce que l'intégration économique de la zone, je pense qu'il y a des économistes ici dans cette salle, on a toujours créé pour que l'Afrique de l'Ouest devienne une zone monétaire optimale il fallait plus d'intégration. Donc, il fallait arrêter toutes ces mesures qui freinent la libre circulation des biens et des marchandises, des biens, des marchandises, des personnes dans la zone. Mais comment est-ce que, ou pourquoi aujourd'hui on déciderait de couper les exportations du Bénin vers le Togo ou vers le Nigeria, enfin vers le Togo, oui, vers le Nigeria parce qu'il y a la CEDEAO ou vers la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est ça le processus d'intégration économique et ça s'arrête là.
Donc, il y a un premier problème de durabilité enfin, de durabilité de ces mesures qui est que bah, on n'a aucune assurance que l'inflation sera transitoire. Et on veut contrôler un prix qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas de budget élastique. Donc, la durabilité, on se pose des questions sur jusqu'à quand on pourra faire ça. On pourra essayer de contrôler des prix qu'on ne maîtrise pas. Jusqu'à quand? Et un second problème de viabilité qui est que l'État n'a de moyens ou n'a de ressources que c'est du contribuable. Or, les contribuables qui doivent cotiser ou rembourser ne travaillent pas. Ou sinon, c'est qu'on a anticipé de tuer les entrepreneurs qui existent ou les entreprises qui existent. Parce que si l'assiette fiscale n'est pas élargie, ça voudrait dire que les petits qui sont là, enfin le peu d'entreprises qui sont là, on va les presser. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, la question de viabilité se pose à ce niveau et saper l'intégration économique de la zone. La question de viabilité intervient à ce niveau également. Et c'est là que ça va me permettre quand même de déboucher tout de suite sur la recommandation principale que moi j'ai aujourd'hui. Si je peux recommander quelque chose en tout cas à mon petit niveau, si je peux proposer quelque chose, c'est que la mesure de bloquer les exportations du pays, enfin du Bénin, vers les autres pays de la sous-région, elle n'est pas totalement bien pour l'intégration économique de la zone. Par contre, on a observé que cela a permis, en fait, un tant soit peu, de réajuster les prix à la baisse dans le pays. Et cela est assez révélateur parce que cela prouve qu'au final, l'équilibre des forces entre l'offre et la demande affecte bien la dynamique des prix. Parce que quand on essaie de bloquer les exportations, c'est que indirectement, on augmente l'offre au niveau national. C'est ça, au fond, l'idée. Donc, ça veut dire qu'en augmentant l'offre au niveau national, ça a permis de diminuer ou de baisser, tant soit peu, les prix. Donc, si on parle de tout ça, donc on a tout ce schéma, on se dirait, ben, la solution aujourd'hui, c'est plutôt de stimuler la production domestique ou la production nationale, comme on le veut. C'est-à-dire que chaque pays aujourd'hui doit être dans une optique où il faut doper la production au niveau national. Et ça, pour le faire, il faut mettre des incitations parce qu'il ne suffit pas de dire au cultivateur qui est au nord du Bénin, dans mon pays, qui ne comprend rien à l'inflation. En tout cas, quand ses coûts de production augmentent, il comprend quelque chose. Mais je pense que quand on vient vers lui, on commence par dire l'inflation, il regarde et puis il s'en va. Ce monsieur, par exemple, ce qu'il faut lui faire, ce qu'il faut lui faire, c'est l'aider dans sa production, tout simplement lui dire, bon, cher monsieur, aujourd'hui, vous êtes très important pour l'économie du pays ou pour le pays parce qu'on a aujourd'hui en face de nous un enjeu de sécurité alimentaire. J'ai entendu quelqu'un dire dans la salle tout à l'heure qu'elle travaillait pour la sécurité alimentaire au Congo. Moi, je voudrais vous saluer. C'est une initiative noble. Hein, c'est quelque chose de très important. On revient aux choses les plus importantes de la vie au final. Donc, il faut voir ce monsieur et lui dire, vous êtes très important dans la vie de nos populations, vous êtes très important pour vos compatriotes, vous êtes très important pour l'Afrique. Ce que vous faites est très important pour la vie humaine. On va vous aider à faire ce que vous savez faire, à mieux le faire et bien le faire. Donc, on va vous mettre des incitations. Il faut mettre des incitations. Je parlais notamment de subventionner les intrants agricoles, simplement, plutôt que de subventionner la consommation des biens venus d'ailleurs, subventionner les intrants agricoles pour les producteurs locaux, subventionner les prix de l'énergie pour ces mêmes producteurs locaux. Parce que si le producteur local, l'agriculteur, quelqu'un qui il a besoin d'utiliser un peu de gaz ou de l'énergie électrique,
Il n'a pas forcément les moyens parce qu'on sait comment les conditions de travail chez nous, les agriculteurs, comment ils sont perçus, tout ça. Subventionner ces gars, subventionner ces messieurs, et puis, indirectement, on dope la production nationale. C'est la mesure, pour moi, c'est la mesure phare aujourd'hui. Et ça, c'est au niveau national. Et au niveau, je dis même qu'il faut aller au-delà des solutions nationales. Il faut aller vers une solution, une réponse régionale. C'est-à-dire quoi? Nos pays aujourd'hui, la CEDEAO ou l'UEMOA, ont des politiques agricoles. C'est des choses qui existent, qu'ils ont mis en place. Il faut aujourd'hui qu'ils activent ces cellules, mais avec la plus forte intensité. Parce que c'est un enjeu de sécurité alimentaire qui se joue aujourd'hui dans notre zone. Il faut activer ces cellules avec la plus forte intensité et au lieu de limiter les exportations, il faut mettre en place une politique de telle sorte que chaque pays, aujourd'hui, il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils se parlent, les ministres, nos chefs d'État, peut-être que bon, le chef d'État, il a beaucoup d'autres dossiers à gérer, mais les ministres d'Agriculture et les ministres des Finances, ils peuvent quand même s'asseoir, c'est la zone UEMOA, nous sommes une zone, après tout, une communauté, comme on aime bien le dire. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils se disent, on a un enjeu de sécurité alimentaire dans notre zone aujourd'hui. Donc, on va mettre en place un dispositif qui fait que chaque pays produit intensément ce en quoi il est meilleur à la production ou ce en quoi il a les avantages comparatifs. On parle d'avantages comparatifs en économie, il a les avantages dans la production. Et maintenant, on libéralise le commerce, les échanges entre nos pays. Parce que la Côte d'Ivoire qui produit plus de baguettes, enfin plus d'attiéké, et le Bénin qui produit plus d'yam, on peut échanger entre nous. Et on finit avec cette question enfin, on finit, en tout cas, le problème que nous avons devant nous aujourd'hui, tout de suite, on peut trouver une solution chez nous, tout de suite, avec des mesures qui vont dans notre direction et qui sont adaptées à notre contexte. Après, bon, on peut toujours me poser la question de savoir, mais enfin, où est-ce que l'État trouvera les moyens, mais c'est toujours les mêmes recettes ou c'est toujours les mêmes moyens que dont l'État ne dispose pas, qu'il va mettre à la disposition des producteurs. Et là, je veux tout de suite, d'emblée, liquider cette théorie, cette fausse théorie, parce que j'ai été confronté à ça, cette fausse théorie qui constitue à dire, oui, mais tu proposes de ne pas subventionner la consommation, mais tu proposes de subventionner la production. Ah ben oui, je le fais parce que ce sont deux choses totalement différentes. Ce sont deux choses totalement différentes. Lorsqu'on subventionne un producteur qui produit, c'est potentiellement quelqu'un qui peut payer des impôts et c'est potentiellement quelqu'un qui peut employer plus de personnes parce qu'il lui faut, on lui dit, on le subventionne pas juste parce qu'on a envie, mais c'est parce qu'on veut qu'il produise plus. Donc, s'il doit produire plus, il a besoin des facteurs de production. Donc, il peut embaucher plus. Peut-être qu'il va lui falloir embaucher 2-3 personnes en plus pour produire et c'est quelqu'un qui va peut-être payer des impôts pour l'État plus tard. Donc, tout de suite, ce ne sont pas, c'est deux choses totalement, pour moi, ce sont deux choses différentes. Donner des subventions pour qu'on consomme des produits venus de la Russie ou venus de la France, ce n'est pas la même chose que donner des subventions pour que les producteurs locaux puissent produire plus. Et c'est là, je liquide d'emblée cette théorie parce que j'ai déjà été confronté à ça récemment en échangeant avec d'autres personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est la même caisse. Je dis, oui, c'est la même caisse, mais c'est comme la dette. Il y a de la bonne dette, il y a de la... Enfin, il n'y a pas de... La dette n'est pas mauvaise en soi. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Si vous prenez de la dette, par exemple, si vous prenez de la dette pour acheter, je donne un exemple, mais vraiment caricatural. Si vous vous endettez pour acheter une maison ou vivre, mais vous avez un emploi, où vous remboursez progressivement votre crédit, et puis dans 10 ans, vous êtes propriétaire, c'est un patrimoine. C'est différent de si vous allez prendre un crédit à la consommation à la banque pour l'éparpiller dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est la même dette, mais c'est ce qu'on fait avec qui détermine la finalité. On peut aller à la dette, mais il
il faut bien l'utiliser. Quand l'argent est bien utilisé, en tout cas, quand on investit l'argent dans quelque chose qui est productif, bah forcément, après, les résultats, c'est qu'on va récolter des fruits qui vont nous permettre non seulement de rembourser notre crédit, mais également de bien vivre après, de mieux vivre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la situation de la flambée des prix en Afrique, le constat que j'ai fait, que j'ai dressé, les recommandations également, en tout cas l'analyse que je fais des politiques mises en place chez nous, et puis la recommandation principale que je, que j'émets, c'est de doper la production nationale dans chaque pays, d'activer les cellules de la politique agricole commune pour intensifier cette action, libéraliser les échanges. Et puis, après tout, il faut le dire, je discutais avec un ami récemment qui me parlait de l'huile d'arachide au Bénin. En fait, l'huile d'arachide est un peu consommée au Bénin. Sauf que, bon, on a pris l'habitude quand même de consommer l'huile de tournesol qui vient de l'Ukraine. Eh ben, aujourd'hui, on a une alternative, une solution qui est que notre huile d'arachide, qui n'est pas la star comme l'huile de tournesol, on peut aujourd'hui, les crises, c'est toujours des opportunités, ça dépend dans quelle posture on se met. Soit on veut se victimiser, soit on veut profiter de l'occasion pour s'en sortir. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont profité des crises pour se hisser aujourd'hui en rang de grands pays. Pourquoi pas nous? On a notre huile d'arachide. Peut-être c'est le moment d'intensifier la production de cette huile ou encore, je sais qu'il y a une partie du Bénin où il y a une dame, j'ai vu passer, et qui fabrique du pain à base de manioc. C'est peut-être une solution, une alternative. Si c'est le même pain qui se consomme bien, moi j'ai consommé, j'ai pris du pain fait à base de maïs ici en France, et puis voilà, je l'ai mangé, c'était bien. Donc c'est une alternative. Si on produit beaucoup de maïs là-bas, pourquoi ne pas fabriquer du pain avec du maïs? Le pain, c'est le pain, hein? Et je pense que même si on le fait bien, on pourrait même détrôner tout ce qu'il y a avec le blé, parce que bon, on n'a pas de la nouveauté sur le marché. Ah, on dit, chez moi, au Bénin, on dit euh, la nouvelle femme est toujours chouchoutée. Donc, on peut profiter de cette période, c'est la nouvelle femme, donc elle sera chouchoutée. Et puis, si on met les éléments qu'il faut, la communication, et puis on propulse cela comme cela se doit ou comme il faut, je ne vois pas pourquoi si aujourd'hui je consomme du pain fait à base de manioc ou de maïs qui me correspond bien, demain je serai obligé de revenir au pain qui est fabriqué à base de blé, quoi. Enfin, logiquement, si je consomme quelque chose qui est déjà bien, il n'y a rien qui m'oblige à retourner vers un ancien monde, tout simplement. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la situation aujourd'hui en Afrique. On est face à un problème mondial dont la dynamique est différente en fonction des zones géographiques, donc l'Afrique, les États-Unis ou l'Europe. On a une possibilité de tirer un avantage de cette situation, c'est de redynamiser notre économie, de revaloriser, je parle même de revaloriser nos procédés, nos techniques de production et de remettre au cœur, au centre, nos agriculteurs, ceux qui, au final, produisent pour le bien-être de la société. Donc, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de thématiques qu'on peut relier à cette crise aujourd'hui, à ce phénomène inflationniste. Il y a beaucoup de thématiques qu'on peut relier à cela et puis j'espère que nos décideurs prendront les mesures adéquates. Mais je pense qu'il faut rester très optimiste parce que j'ai vu passer en fin de semaine un communiqué de la BAD, donc de la Banque africaine de développement, qui disait qu'ils allaient lever
en tout cas, je n'ai plus le montant exact, mais une somme importante justement pour assurer la sécurité alimentaire dans la zone. Donc, je pense qu'il y a déjà cet esprit très volontariste de faire des choses. Il y a eu des choses qui ont été faites. Peut-être que les diagnostics qui ont été posés ont permis d'adopter ces mesures à l'époque, en tout cas jusque-là, et l'évolution des choses. Donc, les nouveaux diagnostics ont peut-être permis de prendre la mesure qui est d'intensifier les mesures en faveur de la sécurité alimentaire, de la production nationale sur notre continent. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je suis totalement disponible. Nous pourrons échanger et puis je suis preneur de tout. Bah, merci Béranger de cette présentation brillante qui nous permet de comprendre l'économie et surtout au travers de ça, pour les gens qui sont un peu dans les affaires, ils voient tout de suite les opportunités d'investissement qui martèlent encore combien plus forte raison, puisque c'est notre credo depuis le début, de dire que l'agriculture est un secteur phare pour nous, en tout cas en Afrique. Et tu le démontres là aujourd'hui. En gros, c'est de retourner à l'autosuffisance alimentaire, pouvoir attendre des gouvernants, non pas qui subventionnent les consommateurs, mais plutôt ceux qui ont un outil de production, en fait, pour avoir de l'investissement qui soit productif. Et ça, en tout cas, le message, je crois qu'il est partagé par tous. Et sans plus tarder, donc, je demande aux copains d'ouvrir leur micro et s'il y a des questions, qu'ils n'hésitent pas donc, à te poser. Donc, Jean-Jacques, je vois que Jean-Jacques est déjà… J'ai un dernier compliment. Oui. Je pense que cette mesure aujourd'hui, il y a une urgence pour deux autres raisons. La première raison, c'est que dans la zone Afrique de l'Ouest, on tend vers la saison sèche maintenant. On tend vers la saison sèche, c'est-à-dire notre agriculture est fortement sensible au mouvement climatique. Ça, tout le monde le sait. Donc, l'urgence est vraiment là. Il faut mettre en place des mesures tout de suite. Parce que quand on tend vers la saison sèche, on sait que il faut investir dans les systèmes d'irrigation, des domaines agricoles. Donc, ça aussi, ce sont des opportunités. Il faut bien les servir. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, la deuxième raison pour laquelle il faut intensifier, il faut aller vite. Le diagnostic est posé, mais il faut aller maintenant, il faut agir, mais très rapidement. La deuxième raison, c'est que je pense que la période bon, après, c'est une raison mineure, mais la période de Ramadan n'est pas loin. Et puis, nous savons qu'en période de Ramadan, il y a une demande qui s'intensifie chez nous. Ça, tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, chez moi, au Bénin, je sais que pendant la période de Ramadan, il y a plus de demandes de consommation. Donc, ça voudrait dire que dans les prochains jours, en fait, il y a un marché de consommation qui est en train de s'ouvrir. Donc, il faut actionner les mesures tout de suite et rapidement, quoi. Ok, super. Merci Béranger. Jean-Jacques a levé la main. Après, Karine. Jean-Jacques, tu peux y aller? Oui, merci. Merci beaucoup. En fait, je remercie Béranger pour son exposé, qui a dit beaucoup de bonnes choses. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de présentation. Enfin, peut-être parce que je suis un peu économiste aussi. Mais en fait, je rebondis sur sa dernière intervention quand il dit qu'il faut prendre des mesures immédiatement. Et justement, je dirais que il nous faut des décideurs audacieux parce que la situation est grave. Pourquoi? Parce que je prends juste l'exemple de la production. Évidemment, pour avoir travaillé un peu sur la filière cotonnière dans la zone UEMOA, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est en Afrique de l'Ouest presque à l'approche de l'hivernage. Et c'est à ce moment-là que se mettent en place les semis. Et il se trouve que les sociétés cotonnières aujourd'hui ou les cotoculteurs ont du mal à s'approvisionner en engrais, notamment du fait de la guerre en Ukraine. Et à côté de ça, il faut rajouter le renchérissement des prix d'engrais sur le marché. Donc, ce qui va se passer, c'est que on n'aura pas assez d'engrais. Donc, il y aura moins d'emblavement, c'est-à-dire que moins de semis. Et donc, ça va se répercuter sur
la production. Comme disait Béranger, les effets ne sont pas encore visibles, mais le seront, notamment à partir de l'année prochaine, parce que normalement, la commercialisation du coton se fait en fin d'année prochaine, fin 2022, début 2023. Voilà. Donc, et ça aura des répercussions également sur les cultures cultures vivrières, parce que les engrais utilisés pour le coton contribuent également à la production vivrière. Voilà. Donc, ça, c'était juste un complément d'info par rapport à ce que disait Béranger. Pourquoi je parlais d'une situation qui est très grave, c'est parce que depuis la fin, enfin les débuts un peu de l'éclaircissement sur la pandémie, la crise Covid-19, je ne vois pas beaucoup de réactions des décideurs africains par rapport à l'anticipation. C'est-à-dire que quelles sont les décisions qui sont prises aujourd'hui, mais comme disait Béranger, les vraies décisions pour contrecarrer les effets de la situation actuelle. Donc, je ne vois pas trop. Mais je ne vais pas monopoliser la parole pour laisser un peu la place aux autres, poser des questions et puis faire leurs remarques. Mais je pense qu'il nous faut des décideurs audacieux parce que si les pays africains, c'est-à-dire les décideurs africains, notamment, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux, la zone UMOA, on ne prend pas des décisions fermes, rapides maintenant, je pense que la situation prochaine, notamment l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, va être explosive. Surtout dans les pays où il y a des élections en vue, ça risque d'être grave au niveau crise sociale. Donc voilà un peu ma contribution. Et je laisse la parole aux autres pour faire leurs remarques, parce que normalement, on a beaucoup de choses à se dire, mais je préfère laisser la parole aux autres pour qu'ils interviennent. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à Béranger. Je vous remercie. Et puis, pour finir, enfin, sur votre dernier point, j'ai écrit un article sur le sujet qui a été publié dans l'économie, sur le journal L'économie du Bénin, où j'ai effectivement relevé ce point qui est la crise sociale. Parce que je vais juste donner quelques exemples, hein, parce que ce qu'on occulte souvent, c'est que presque toutes les révolutions, en fait, ont eu lieu quand l'assiette du plus démuni a été touchée. Quand vous prenez l'exemple de l'Égypte de 2011, l'Algérie 2011, ou même vous remontez en 1788-89, la Révolution française, il faut se rappeler, à la veille du renversement de Louis XVI, la baguette de pain a doublé. Le prix de la baguette de pain a doublé. Et ça, les Français ne l'ont pas toléré. Et je ne pense pas que les Africains, en tout cas, au stade où nous sommes, où les gens sont déjà très, très, il faut le dire, ils sont déjà très pauvres, hein, et vivent dans la précarité extrême, il faut se poser la question de savoir quel est le stade d'après. Quel est le stade d'après? Et puis, les mesures qui ont été prises, le contrôle des prix. J'ai un exemple qui remonte à l'an 301 dans l'Empire romain. En fait, il y avait l'empereur Dioclétien qui aussi faisait face à une inflation galopante et puis qui a mis en place un document qu'on appelait l'édit du maximum, où il fixait le prix maximum des biens dans l'économie. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché. C'était un échec lamentable. Parce que il a fixé les prix des biens dans l'économie, sauf que les producteurs se sont dit, mais attends, les prix là, ça ne nous correspond pas. Donc, ils ont développé des marchés parallèles, donc les marchés noirs à côté, ils ont refusé de servir les populations sur le marché officiel et puis c'est parti en vrille. Et l'histoire raconte que l'Empire romain n'a retrouvé de la stabilité qu'avec son successeur Constantin Ier et en l'an 309. Donc, on va dire presque un quinquennat, enfin presque deux quinquennats en vrai, plus tard. si on ramène à notre mode de fonctionnement politique, presque deux quinquennats plus tard, deux mandats plus tard,
que l'Empire romain a retrouvé sa stabilité des prix et puis la stabilité politique. Donc, effectivement, il y a aussi cet enjeu, une crise sociale qui se profile, mais il ne faut pas dire ces choses. Bon, comme nous sommes entre nous, je veux le dire, mais il ne faut pas dire ces choses parce qu'après, on nous traite tout de suite de jeunes opposants politiques ou quelqu'un qui appelle à la révolte. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu... Ce sont des choses comme ce sont des problématiques compliquées. Et quand on attire l'attention sur des problèmes qui se profilent, bah, tout de suite, on devient un opposant d'un régime. Bon, moi, je suis en France, je fais un doctorat, je ne pense pas rentrer demain pour me présenter aux élections présidentielles. Donc, je ne vois pas en quoi je serai opposant. Et puis, voilà, je n'ai pas de parti politique au Bénin. Donc quand on rappelle que, en fait, on est dans une situation d'urgence où il faut agir tout de suite maintenant, on dit, ah ben non, là, c'est l'appel à la révolte populaire, c'est vous qui remontez les gens, les populations contre le gouvernement, mais au fond, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, effectivement, il y a une crise sociale qui se profile. Bon, comme je me permets de tutoyer, comme Jean-Jacques l'a dit, je profite. Ok, Comme ça ça, marche. je ne suis pas le premier à le dire. Mais oui, effectivement, il y a un enjeu de crise sociale qui est également présent. Et j'espère, en tout cas, l'idéal, c'est que cela ne se produise pas. Parce que bon, si cela arrive, il faut quand même le reconnaître, l'instabilité jusqu'à aller à une crise sociale, c'est quand même pas souhaitable. Nous avons après tout des parents, des amis, de la famille qui vit encore sur le continent et ce n'est jamais agréable de voir nos proches entrer dans des conflits comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce à quoi est prêt un dirigeant de surcroît chez nous pour contrer, en tout cas pour aller contre quelqu'un qui réclamerait un droit. Donc voilà, on souhaite que cela n'arrive pas. Ok. Karine a levé la main. Ben, finalement, je vais aller vite parce que les points ont été abordés. Hein. Moi, alors déjà, merci pour cet exposé qui a été très clair. Un sujet qui a été abordé dans des termes très simples. Ce n'est pas toujours gagné quand les économistes prennent la parole. Donc, alors moi, je dirais que la crise qu'on vit montre à quel point les pays sont interdépendants et qu'un pays qui n'a pas les structures de base se trouve très vite fragilisé quand arrivent les problèmes. Alors, donc, je me dis qu'il faut que cette crise soit l'occasion pour les pays africains de prendre la mesure des enjeux. Parce que quand je prends le cas, on a parlé de l'Afrique de l'Ouest, moi, quand je prends le cas de la RDC, avec plus de 90 millions d'habitants, plus de la moitié de ceux qu'ils consomment vient de l'extérieur. Alors, on a quand même un problème de gouvernance. Alors la question, c'est est-ce que les autorités prennent la mesure des enjeux, des problèmes? Est-ce qu'ils voient les problèmes à long terme? Ça, c'est une bonne. C'est les questions que je me pose encore aujourd'hui, quoi. Donc, voilà, non, c'est des remarques que j'ai notées. Mais voilà. Et puis, ces remarques sont totalement justifiées. À la limite, ce sont les questions que nous nous posons, moi personnellement, puisque je ne fais que ça toute la journée, tous les jours. Ce sont les questions que je me pose parce qu'au final, tout ce que je viens de vous dire, en réalité, c'est du vieux vin recyclé dans une nouvelle bouteille. En fait, il n'y a rien de nouveau dans tout ce que je dis. Honnêtement, je suis très transparent avec vous. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que je dis. C'est du vieux vin recyclé dans une nouvelle bouteille. Donc, comment ça se fait que nous sommes encore au stade où voilà, un jeune revient avec un vieux vin, juste avec une nouvelle bouteille, et que ce soit une solution limite magique? C'est pas possible. Il y a quand même des cadres, des gens. Moi, je suis un doctorat, je fais une thèse aujourd'hui, mais des gens ont fait des thèses avant moi. Il y a de brillants économistes, il y en a qui ont existé avant moi. Il y a un monsieur tout à l'heure qui disait qu'il était économiste ici. Il y a un autre ami tout à l'heure qui a remis l'accent sur l'enjeu de la crise sociale. Donc, ce sont des choses qui sont connues ici à notre salle. Nous sommes en mesure de connaître ces choses et qu'il y a des gens, il y a des personnes qui, en tout cas dans le gouvernement ou dans les institutions, ont conscience de ces choses.
Et moi, tout jeune que je suis, comme j'ai commencé par dire au départ, nous travaillons avec quelques institutions où je suis en contact avec des dirigeants, en tout cas des personnes plus ou moins dans le gouvernement. On a des discussions et puis ça finit toujours par, c'est la décision du, du roi, quoi. C'est le roi qui décide. Mais comment ça se fait que quelque chose d'aussi banal, en fait, déjà, c'est le roi qui décide, mais est-ce que le roi ne voit pas ce problème? Il y a quelqu'un tout à l'heure, mon ami Jean-Jacques, qui a soulevé la question de qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis la crise de Covid? Mais au final, on ne voit rien, en fait. Parce que même depuis la crise de Covid, on ne voit rien. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, on n'apprend rien de nos erreurs ou est-ce qu'on n'apprend rien du passé? Donc, nous évoluons dans le monde. Tout le monde évolue. Donc, nous suivons, nous sommes comme ça, nous avançons. Et puis, bon, voilà, c'est ça, quoi. Donc, ce sont des questions, moi, personnellement, ce sont des choses qui m'attristent parfois, très souvent, parce que je fais beaucoup de recherches. Je passe limite ma vie enfin, à faire ces choses. Et quand je découvre des choses aussi banales, que je me dis, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai vécu au Bénin jusqu'à mes 16 ans où j'ai eu mon bac. Et c'est après mon bac que je suis parti du Bénin. Et donc, j'ai vécu quand même presque une partie de ma vie au Bénin. J'ai des amis au Bénin. Et puis, t'en as aujourd'hui, quand on discute, ils vont te dire, ah ben toi, tu as eu enfin, t'as vu, comme toi, tu es parti là-bas, tu vois là où tu es, tu vois là où nous sommes, nous, on n'a rien, hein. Donc, estime-toi heureux. Et ce sont des choses, au final, moi, je dis, c'est ça, en fait, qui fait que je passe mon temps à dire, je produis des recommandations. Parce que c'est pas pour être un bon économiste. Si c'est juste ce que moi, je vais manger, bon, je vais me trouver un petit travail et puis c'est bon. J'ai pas besoin d'écrire dans un journal, j'ai pas besoin que les gens me connaissent, j'ai pas besoin de tout ça. C'est juste que moi, je vais manger et puis s'il n'y a pas besoin de tout ça. Mais produire des recommandations, c'est parce qu'à côté, tu pars du même point avec quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus brillant que toi, mais parce qu'à un moment donné, toi, tu as eu la possibilité de faire ça, et lui, il a fait ça, ou lui, il est resté sur la même ligne. Et là, le changement, il est violent. Donc, il faut se poser à un moment donné la question de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu pourrais faire. Aujourd'hui, nous produisons des recommandations de petits public. On espère vraiment qu'on sera souvent écouté et qu'on sera déjà qu'on nous interpelle parce que souvent, on préfère aussi des personnes qui ne maîtrisent pas vraiment les choses, les faire valoir. Ça, je l'ai vécu, hein, personnel, enfin, on l'a vécu avec l'association, les rencontres, les différentes rencontres avec les chefs d'État ici en France. Bon, la plupart des jeunes Africains qui y sont, je les connais et puis je sais comment ça fonctionne, quoi. Venir avec un discours qu'on t'a écrit, juste parce qu'il faut prendre des photos, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un enfant, comme je le dis, je suis un enfant d'agriculteur, je suis un enfant de paysan et je n'ai pas besoin de ça. J'ai toujours mes souvenirs. Quand je suis resté, j'ai commencé au village, donc j'ai toujours mes souvenirs du village et j'essaie de garder ça chaque fois quand il faut faire passer quelques intérêts égoïstes au-dessus de l'intérêt général, quoi. Une photo pour moi, enfin, prendre une photo avec quelqu'un pour montrer que je suis qui je ne suis pas, en réalité, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je suis très heureux d'avoir partagé cette salle avec vous parce que, qu'on le veut ou pas, vous êtes quand même des devanciers. Moi, j'ai un attachement particulier au respect aussi de la personne. Peu importe ce que nous pouvons être, il faut savoir respecter, avoir l'humilité de reconnaître. Vous êtes nous sommes tous ici, peut-être, nous sommes tous en France, sans doute. Vous étiez là avant nous et vous avez fait quelque chose, vous avez accompli des choses qui font que je peux aujourd'hui discuter avec vous et aussi prendre des conseils à vos côtés. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de très bien parce que c'est une sorte de continuité. Chez moi, au Bénin, on dit que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Et je suis vraiment très heureux de partager ces moments avec vous. Et puis, j'espère
qu'on se retrouvera bientôt, ou, voilà, à l'occasion pour d'autres choses. Mais le plaisir est partagé et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Tu vois, tu as su mettre l'économie, enfin, je veux dire, à niveau, tout le monde, avec des mots simples, comme disait Karine, et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et ça confirme tout ce qu'on dit depuis le début sur l'agriculture. Tu l'as démontré, là, du coup, avec une analyse scientifique. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, je vais laisser la parole à M. Massala avant de nous quitter. Si peut-être que Stéphane peut prendre la parole après. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour l'intervenant, pour cet exposé. Je ne suis pas économiste, hein, donc je ne veux pas rentrer dans l'économie. Mais simplement, j'ai une petite... j'aimerais avoir quelques précisions ou des éclaircissements. Quel serait actuellement le périmètre de la zone OADA et quelle serait la collaboration entre cette zone et les zones, par exemple, de CEDEAO, BEAC, enfin, de l'Afrique centrale? Je connais plus. Voilà, donc c'était ça mes deux petites interrogations. Merci. Alors, le champ d'intervention de l'OADA, c'est ça? Et votre... Ouais, le périmètre, oui. Quels sont les pays est-ce que c'est une zone déjà bien définie voilà, non, c'est l'EUMOA. C'est l'EUMOA. Attention, l'OADA, c'est pour le droit. Ouais, et voilà. l'EUMOA, c'est la zone. Voilà. Ah, d'accord. Donc, j'ai mal compris. Donc, en fait, Oui. vous parliez de l'UMOA. Ouais, je parlais de l'UEMOA, donc le Bénin, le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Mali, le Togo. C'est la petite communauté qui tue le franc CFA à l'ouest de l'Afrique. En fait, il y a 8 pays, quoi. 8 pays, c'est ça. Et le Mali également. Donc, voilà. Et si, par rapport à... Alors, on a pas mal de zones quand même, pas mal de communautés en Afrique. La question, le problème fondamental, c'est l'effectivité et l'applicabilité des lois ou des tests qui régissent en fait ces zones. Typiquement, dans la CEDEAO, nous sommes dans une zone de libre-échange. Mais si vous passez du Bénin au Togo, vous allez payer les frais de douane. Donc, on se pose des vraies questions. Ouais, la dernière fois, j'ai une amie qui est entrée, une amie togolaise qui est entrée au Togo et puis elle a fait un tour au Bénin. Et à la frontière, le policier ou le douanier, je dirais, me demandait, oui, qu'il faut payer l'argent pour faire passer la voiture. Et elle me dit qu'elle a sorti son téléphone et elle dit, ah non, 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 qu'il y a les tests qui régissent la zone qui dit non, non, qu'elle ne doit pas payer. Et puis le douanier lui disait qu'il y a le papier que tu as dans la main et puis il y a le terrain que lui, il est sur le terrain. Donc voilà, les zones existent bien sur le papier, il y a les tests, mais bon, en réalité, il y a encore quelques petits soucis. Et ça, c'est notamment dû aussi à la structure des pays, quoi. Vous voyez un pays comme le Bénin qui ne vit essentiellement que de recettes fiscales, de recettes douanières, c'est compliqué pour ce pays de se lever et de dire, bon, je supprime, en gros, j'applique tous les tests. Parce que ça voudrait dire, s'il applique tous les tests, c'est qu'il n'y a plus de recettes. Donc c'est compliqué. Il faut que ces pays aillent vraiment vers la transformation, vers des réformes structurelles. Hein, c'est tout ce qu'on dit. C'est connu et tout le monde le sait. Le problème, comme Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, il faut avoir des décideurs audacieux, quoi. Et je pense qu'on le mérite bien. Hein. Et d'ailleurs, l'exercice que nous faisons ce soir est un exercice très intéressant, moi je trouve, parce que j'ai l'habitude de dire, au fond, si un jour on arrive à avoir en Afrique des gens qui réfléchissent bien et qui savent bien de quoi ils parlent, on ne peut plus, en fait, nos dirigeants n'ont plus d'autre choix. En fait, ils ne peuvent plus être médiocres. Parce que si tu as en face de toi des gens qui ne comprennent rien, tu peux être médiocre et ils ne se rendront pas compte. Bon, ils ne vont rien te dire parce qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose. Mais si tu as des gens en face de toi qui ne sont pas du tout médiocres, qui comprennent un peu, en tout cas un tout petit peu, ben en fait, il va être difficile pour toi d'être médiocre.
tout simplement. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce genre d'exercice. Il faut élargir le spectre, le champ de la pratique de l'exercice, faire en sorte que beaucoup de personnes s'intéressent à ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'écris souvent des articles pour les journaux, parce il y a beaucoup de diagnostics hein, que moi j'ai posé, des journaux qui ne parlent pas des choses intéressantes, mais alors que c'est là où tout le peuple, la masse populaire s'informe, il y a un problème. Donc, il faut poser des vrais sujets dans les journaux. C'est vraiment pour ça que moi, j'écris, j'envoie des articles pour des journaux parce que j'estime que c'est là, c'est un endroit, c'est un canal pour poser les débats de fond, les sujets de fond et arrêter d'abrutir les populations avec des choses qui ne servent pas grand-chose ou de faire la propagande tout simplement d'un monsieur parce qu'on a reçu un peu d'argent. Bon, en tout cas, sache que tu as aussi un nouveau canal maintenant au travers d'African Valley pour diffuser, partager tes analyses qu'on relaiera à notre réseau et notre plateforme Internet aussi. Donc, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on peut contribuer et avoir un partenariat là-dessus. Donc, c'est vraiment… écoute, voilà, on en discutera, mais sache que tu as ce canal d'ouvert, quoi. Merci. Et Ok, puis, chers je suis amis. très content pour vos différents apports également. La discussion est très intéressante. C'était vraiment intéressant. Je Tout vous à fait. remercie. Je vous remercie. Nous arrivons déjà à 20h36, donc pour le coup, on va arrêter là et te laisser le mot de la fin et donner rendez-vous en tout cas à la semaine prochaine. Donc, ça sera notre 80e After Work. Donc là, ça sera invité surprise parce que c'est le numéro 80, donc ce sera du lourd. Voilà, donc comme toujours, soyez présents. Et donc, Bérenger, je te laisse le mot de la fin. Juste Dimitri, avant le mot de la fin, bon, j'avais des Oui. questions pour Béranger, mais je vais pas, je vais vous laisser aller dormir parce que je vais le solliciter pour qu'il vienne Ah, mais bien sûr. continuer de nous édifier sur le podcast. Ah, bah, je pense qu'il va apprécier. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup appris. C'est avec grand plaisir. Donc, le mot de la fin, il sera tout naturel. Je vous remercie une fois encore, le président Dimitri et tout un chacun de vous pour ces échanges, pour votre intérêt à ce sujet qui est d'une importance capitale quand même pour nos pays parce que ça touche directement le quotidien de nos familles, de nos proches en Afrique. Et puis, j'ai également recensé ou compris en quelque sorte vos différents parcours et je suis vraiment, ça c'est quelque chose que je vous le dis et c'est pour chacun de vous. Donc ça c'est pas pour tout le groupe en one shot, mais c'est pour chacun de vous. Je suis vraiment en admiration profonde de vos différents parcours et ça me fait vraiment chaud au cœur de retrouver des personnes de la communauté qui sont venues avant nous, je le dis humblement, qui sont venus avant nous, qui ont construit, bâti quelque chose et qui aujourd'hui sont dans une optique de continuité parce que moi, je pense, je le prends, cette soirée, en tout cas cette salle, cette réunion, je le prends comme une main tendue des aînés. C'est comme ça que moi, je prends la chose. Et je vous remercie pour ça. Et je vous souhaite tout plein succès pour la suite et surtout une très bonne santé, parce que c'est plus important. Et puis, voilà, ça sera vraiment mon mot de fin. Je suis vraiment en admiration profonde. Hein. C'est incroyable parce que j'aime bien ce genre de choses. Alors, juste pour te dire, nous, tu sais, la particularité de nos after-work, c'est qu'on n'a pas 15 invités, on en a un seul. Et on le met à l'honneur. Et moi, j'attache énormément d'importance à cela, ce qui te permet de développer ton propos, pour nous de comprendre ce que tu dis et de te challenger sur certains aspects. Et écoute, si tu as ressenti ça, pour moi, c'est gagné. Je pense que ce soir, comme on le dit chez moi, tu peux dormir et mettre les pieds contre le mur. Bah écoute, merci Béranger. Et puis, en parenthèse, avant de venir, quand je pense que tu as publié l'affiche, j'ai un ami, un très bon ami, que je l'appelle un fofo, un grand frère, Régis, mon père,
Ah, bah bien sûr. qui m'a contacté, qui m'a dit, il m'a envoyé le flyer, il m'a dit, ah, c'est du bon, je connais, va prêcher la bonne nouvelle. Bah, Régis, c'est un ami, donc non, non, avec plaisir. Régis, c'est un très bon frère né, et on échange régulièrement. Donc, D'accord. merci Super. à vous, et puis je vous souhaite très bonne Merci soirée. à vous Quand je tous vais et puis à la rentrer, semaine prochaine. à la semaine Salut. prochaine. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonne soirée.